Le débat du jour a le plaisir d'inviter Mounia Benani Charaibi. Elle est professeure en politique comparée à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Ses recherches portent notamment sur le rapport aux politiques, les parcours militants, les mouvements sociaux, les partis politiques et les mobilisations électorales. Elle est auteure de nombreux travaux dans sa spécialité. Elle va nous parler de son dernier ouvrage intitulé Partis politiques et protestations au Maroc 1934-2020. Rebonsoir encore, chers amis. Euh, j'ai la charge d'animer, mais j'ai surtout le plaisir d'accueillir parmi nous Mounia Benani Charaibi qui a accepté d'animer ce débat. Je la remercie énormément en mon nom personnel et en votre nom. Mounia, j'ai découvert son travail, on se disait tout à l'heure, quand j'ai lu un de ses articles qui est sorti en 2017 qui s'intitulait Le roi est bon, la classe politique est mauvaise, un mythe à bout de souffle avec un point d'interrogation. J'avais trouvé cet article intéressant et puis là, quand son livre est sorti, vous vous rappelez la dernière fois, il y avait ce débat sur les élections et sur la politique et je vous ai parlé de l'idée de l'inviter pour qu'on ait un débat qui est animé par un professionnel du sujet et pas seulement entre nous, des militants, des gens qui ne savent pas nécessairement de quoi on parle d'un point de vue historique aussi. Et donc, Laila Mounia, si je peux me permettre de parler de vous de cette manière-là, est professeur en politique comparée à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne, donc pas loin d'ici, enfin Marseille à vol d'oiseau, c'est pas loin. Ses recherches portent notamment sur le rapport aux politiques, les parcours militants, les mouvements sociaux, les partis politiques et les mobilisations électorales. Vous pouvez voir ces publications sur le lien qui a circulé avec son annonce, mais surtout, elle vient de nous annoncer la parution de la version papier de son livre, ce qu'elle va nous présenter, qui s'intitule « Partis politiques et protestations au Maroc, 1934 à 2020 ». L'idée, quand je l'avais invitée, elle était au Maroc, elle faisait le travail de terrain, comme elle l'appelle,
Et j'étais intéressé, mais c'était un petit peu peut-être risqué. J'étais intéressé d'avoir son point de vue sur les élections et comment ça s'articule avec son livre. Mais aujourd'hui, on va se limiter, si vous voulez bien, à une présentation de son livre. Donc, elle va prendre une vingtaine de minutes pour exposer l'idée principale et ses recherches qui ont été résumées dans ce livre. Et ce livre, par ailleurs, qui a été diffusé aussi sous format PDF, hein, qui vous a été distribué, qui est disponible, mais que vous pouvez aussi acheter en format papier. Et après ces 20 minutes, on va, comme d'habitude, poser des questions, comme vous avez l'habitude de le faire, et débattre avec elle. Et puis, on avait envisagé que si on avait le temps, on ne va pas dépasser 1h30, mais si elle veut bien faire une réflexion sur les dernières élections, mais c'est peut-être pas le. Je vous vois faire des regards, Madame Monia, si vous n'êtes pas prête, on ne le fait pas, mais peut-être qu'on vous posera des questions et que ça nous amènera à essayer de connecter un petit peu l'actualité au livre. Donc, sans trop tarder, je vous laisse la parole et je vous remercie encore beaucoup. Activez le micro. Voilà, je l'ai activé. Bien, ben, merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je remercie très vivement les organisateurs de ce débat pour leur invitation à présenter donc mon nouveau livre que je viens de recevoir. Et comme son titre l'indique, il porte sur les conditions de développement et de transformation du fait partisan au Maroc, mais en lien avec les protestations. Plus précisément, je m'interroge sur qu'est-ce qui structure le conflit politique dans un contexte autoritaire changeant comme celui du Maroc. Qu'est-ce que j'entends par là? Excusez-moi si je jargonne un petit peu, mais je vais essayer d'expliquer à chaque fois les notions que j'utilise. Selon certains travaux en Europe, les partis politiques ont progressivement structuré la compétition politique à l'échelle nationale, donc autour de quelques clivages. Vous savez, des clivages qui sont rentrés dans le langage courant, le centre, périphérie, l'urbain, le rural, les travailleurs, les possédants, l'Église, l'État. Et donc, selon ces travaux, petit à petit, ce processus aurait permis de dépasser la fragmentation qui caractérisait tout ce qui relevait de la politique très locale, très territoriale. Territorialisée. Par exemple, il ne s'agit plus de voter uniquement sur des enjeux locaux ou sur la base de son insertion dans un quartier, dans un village, dans un réseau de proximité, mais sur la base d'enjeux, de questions qui sont clivantes à l'échelle nationale. Donc des identités conflictualisées, reconnues, qui ont une visibilité à l'échelle nationale. Alors, dans le cas du Maroc, c'est un tout autre processus qu'on observe. Et ce processus n'a rien de linéaire et c'est ce que j'essaye de restituer dans ce livre. Alors, pour examiner ces processus, je suis revenue sur un ensemble d'enquêtes, des enquêtes que j'ai menées moi-même depuis une trentaine d'années, mais aussi des enquêtes qui ont été menées par d'autres. Et je voulais travailler l'ensemble de ces enquêtes de manière cumulative et critique dans la perspective qui est la mienne, qui est la sociologie politique. Et j'ai aussi voulu aller au-delà d'une lecture qu'on retrouve dans beaucoup de travaux, une lecture qui consiste à tout expliquer par le fait qu'il existe au Maroc, il existerait au Maroc
Une monarchie toute puissante qui aurait de grandes capacités de manipulation et qui serait sortie victorieuse après avoir affaibli tous ses adversaires, qu'ils soient réels ou potentiels. Donc, je voulais aller au-delà de cette lecture et donc examiner plutôt le processus de structuration de la sphère partisane en lien avec les différents lieux du politique et surtout en lien avec les protestations. Alors, quand on s'engage dans un travail de ce type, il y a souvent une énigme qu'on a envie de résoudre. Bien sûr, mes énigmes ont varié d'un moment à l'autre dans l'enquête. Alors, la première énigme que j'évoquerai est en lien avec une discussion que j'ai eue pendant le 6e congrès national du Parti Justice et Développement. C'était en juillet 2008 à Rabat. Et je venais de commencer une grande enquête sur le personnel partisan. Donc, je revenais d'une enquête pendant le congrès de l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires, donc en 2008 aussi, et les déchirements, les conflits internes au sein de l'USFP à cette époque, lors de son congrès, ont été largement médiatisés. Et donc, j'arrive du congrès de l'USFP, et puis je l'avais dit, je suis passée de congrès à l'autre, j'ai fait une dizaine de congrès entre 2008 et 2012. Et donc, pendant le congrès du PJD, l'atmosphère semblait très sereine et tout. Et puis, j'ai été interpellée par de jeunes étudiants à l'époque qui avaient l'air un petit peu tendus en posant une question. Il y avait ceux qui étaient en train de me dire « Ah, vous avez vu, notre parti, c'est démocratique, c'est bien organisé. » Et puis eux, ils venaient vers moi un petit peu, mais pour me poser une question. Et ils m'avaient demandé, ça m'avait marqué, est-ce que vous pensez qu'on risque de finir comme l'USFP? Et en fait, parce qu'à l'époque, on parlait de la possibilité que le PJD intègre le gouvernement. Il me semblait qu'implicitement, ils se demandaient si dans le contexte marocain, le passage de l'opposition, enfin une opposition structurée par une identité politique, par une vision du monde, si le passage de l'opposition au gouvernement déstructure inéluctablement un parti politique qui a une marque idéologique, qui a un ancrage populaire. Donc ça, c'était la première énigme. La deuxième énigme a surgi tout au long de l'écriture. C'est un contraste qui apparaît dans l'histoire des partis marocains d'une séquence à l'autre. Le livre, j'avais mis la date 1934, c'était le départ, c'est la date de création de l'embryon du premier parti marocain, le comité, le CAM, le comité d'action marocaine, Koutla. Les premiers partis politiques qui naissent à partir des années 1930 sont à l'avant-garde des luttes contre le protectorat, mais aussi de toute construction d'une vision de la nation, d'un projet politique national. C'est ce que j'appelle dans le livre la politique nationale. C'est-à-dire on va au-delà de la politique locale, des enjeux locaux, territorialisés, donc on se prononce sur des questions, sur des enjeux nationaux. Alors maintenant, déplaçons la focale vers les premiers scrutins du Maroc indépendant, les communales de 1959, les législatives de 1963. Et là, on a eu droit à des analyses électorales extrêmement riches, effectuées par Rémy Levaux, qui construisait d'ailleurs, puisqu'il travaillait à l'intérieur en même temps, et il écrivait parallèlement sous pseudonyme. Donc, c'est lui qui a dessiné les premières cartes électorales. Et alors, ces analyses électorales laissaient à cette époque apparaître des clivages, dans le sens des clivages que j'évoquais tout à l'heure, des vrais clivages géographiques, sociaux, culturels, qui étaient structurés par une ligne de partage principale, celle qui sépare les mondes citadins et ruraux. Et donc, selon sa lecture,
l'univers urbain qui n'abritait alors que le quart de la population était sensible au discours de l'opposition. À l'époque, c'était deux partis issus du mouvement national, à savoir l'Istiqlal et l'Union nationale des forces populaires. Inversement, le monde rural était davantage encadré par les élites locales, composées de propriétaires fonciers, très sensibles au statut de la terre et qui aspiraient à préserver leur position sociale et économique. Donc on a vu années 30, début de l'indépendance, enfin peu après l'indépendance, et puis qu'observons-nous au début du XXIe siècle, ou plutôt à partir du début du XXIe siècle? Eh bien, on se rend compte que peu à peu, la sphère partisane, du moins la sphère partisane représentée au Parlement, par exemple, à travers les élections, cette scène cesse d'être le lieu de représentation et de construction des conflits qui travaillent la société. Quant aux arènes protestataires, qui étaient très intriquées avec l'univers partisan, eh bien, elles s'autonomisent peu à peu des partis politiques, des syndicats, et elles deviennent le lieu par excellence d'expression des conflits sociaux. Alors, plus proche de nous, le scrutin du 8 septembre 2021 donne le sentiment qu'il n'y a plus vraiment de place dans la scène électorale marocaine pour l'expression de grands clivages politiques. Le parti qui a gagné les élections, le Rassemblement national des indépendants, ne compte pas rompre avec les politiques menées jusque-là par le gouvernement sortant, et pour cause, il détenait l'essentiel des gros portefeuilles économiques dans ce gouvernement. Donc, pour le dire autrement, il ne semble plus y avoir dans la scène politique officielle d'aujourd'hui de place pour des partis comme l'Istiqlal et l'UNFP de 63, ou comme les partis de gauche des années 1980-1990, ou même comme le PJD des années 2000-2011. Il n'y aurait plus de place que pour les partis politiques qu'on disait à l'époque proches de l'administration, ou encore pour les partis politiques qui mobilisent des voix essentiellement sur une base clientélaire ou marchande, quel que soit leur passé politique. Alors, en définitive, prenons les 60 dernières années, entre 1960 et 2021. Qu'est-ce qu'on voit? La population marocaine a plus que triplé. La part de la population urbaine a plus que doublé en 60 ans. Mais lors du scrutin législatif de 2021, bon, il y a eu 3 scrutins, mais prenons les résultats législatifs, qu'est-ce qu'on voit? Le poids du rural reste surdéterminant et les partis de notables semblent avoir atteint leur apogée, alors même qu'au début, au tournant du 2e millénaire, certains pensaient que la libéralisation politique relative qui s'esquissait alors allait sonner leur mort. Donc, ce qui soulève d'autres paradoxes. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai pris le temps d'introduire, mais je pourrais revenir dans la discussion. J'ai construit mon raisonnement sur des observations que j'ai faites à des moments différents. En 2002, j'ai observé, enfin ça fait très longtemps que j'observe les campagnes électorales dans des circonscriptions de Casablanca. Alors en 2002, j'avais observé les campagnes de plusieurs partis dans 2 circonscriptions. Et puis là, j'ai constaté qu'il y avait un contraste entre 2 types de mobilisation que je présente dans le livre de manière idéale typique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit de ressortir les traits principaux des phénomènes observés, de les simplifier, de les schématiser volontairement pour produire de la connaissance, pour comparer. Et alors, c'est là où je vois qu'on a 2 types de mobilisation, l'une
que j'associe au parti de militants et l'autre au parti de notables. Les partis de militants, c'est ceux qui ont des capitaux collectifs partisans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut, comme l'USFP en 97, on peut se faire voter, on peut se faire élire quelqu'un qui est anonyme. On le fait élire par la force du capital de la notoriété d'un parti. C'est-à-dire qu'il a une marque politique, il a un appareil organisationnel, il a des ressources qui proviennent des cotisations, il a une image. Alors, par contraste, le parti de notables, les gens qui se font élire, ils mobilisent des voix en leur nom propre, grâce à leur réseau de relations propres, grâce à leurs ressources monétaires, autres. Donc, ils sont acquis en dehors du soutien d'un appareil partisan. Et donc, j'avais vu que dans les campagnes électorales, on avait des profils différents dans les agents, des agents électoraux. Les partis de militants, c'était plutôt justement des gens qui militaient, des sympathisants, des membres d'associations, leur famille, alors que de l'autre côté, c'était plutôt des clients. Le candidat, c'est ce qu'on appelle un moulchka, et c'était plutôt ses clients, voire des intérimaires qui sont rémunérés. Et l'offre électorale varie aussi. C'est-à-dire que, d'une part, si on extrapole le parti de militants, on offre du discours, des politiques publiques, une vision du monde, des programmes, des choses beaucoup plus abstraites, quoi. Alors que de l'autre côté, ce sont plutôt d'autres types d'offres, de l'argent, de l'emploi privé ou public, de l'intercession pour avoir accès à des ressources rares, ou même des politiques publiques qui ciblent une catégorie. Je ne sais pas, on va faire le marché dans tel coin du village et pas dans tel autre. Voilà. Et donc, ce n'est pas le même type de vote. Et quand j'ai mené mes enquêtes entre 2008 et 2012, là, c'était une enquête par questionnaire et que j'avais rassemblé, j'avais pu constituer une base de données de plus de 4100 répondants. Il y a eu des traitements statistiques qui ont été faits, je vous épargne les détails, mais l'analyse permettait de ressortir deux pôles qui associaient des profils sociaux, des rapports aux politiques opposés. J'ai pu voir, par exemple, que les partis de notables, on y retrouvait surtout, alors c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, c'est de l'analyse de correspondance multiple. Donc, les pôles qui ressortaient, c'était le secteur privé, les entrepreneurs, les grands agriculteurs, d'une part, et de l'autre côté, des démunis sur le plan économique, scolaire, des ruraux. Donc, c'était ça l'affinité. De l'autre côté, le parti de militants, c'était plutôt le secteur public, des cadres moyens, supérieurs, très diplômés, et davantage en affinité avec le milieu citadin. Et ces deux oppositions, on les retrouvait dans le rapport aux politiques. Et c'est très intéressant, dans le questionnaire, une des premières questions a été ouverte, c'était la première fois que vous avez adhéré, qu'est-ce qui vous a amené à ce parti la première fois que vous y avez adhéré? Alors bien sûr, il y avait ceux qui disaient le socialisme, l'Haouia, l'Islamia, l'identité et tout. Et puis, il y a ceux qui me disaient je suis venue avec mon cousin, je suis venue avec les gens de mon village, avec mes gens de Jma'a. Donc, le comment, on voit très bien, là, ça donnait très clairement cette opposition entre une politique locale patronnée qui était enserrée dans des enjeux et des réseaux très localisés, et de l'autre côté, une politique plutôt, une montée en généralité. Mais attention, c'est plus compliqué que ça, parce que les gens, ils comprenaient très très bien le jeu politique. Simplement,
ce qui les intéressait, ce qui les amenait, c'était des enjeux très locaux. C'est des tendances. Alors, je sais que là, je vais bientôt j'arrive au bout du temps qui m'a été imparti, mais alors, c'est quoi l'une des thèses de ce livre? L'une des thèses de ce livre, c'est que les partis politiques marocains se sont plutôt adaptés à des règles du jeu qu'ils ont en partie coproduit. Au tournant du second millénaire, la scène politique marocaine donc, elle a connu une libéralisation relative. La sphère partisane s'est étendue, mais des acteurs sont auto-exclus. Dans l'ensemble, le temps électoral s'est régularisé, les urnes deviennent transparentes, les activités électorales se complexifient, elles attirent de nouveaux profils. Mais pour éviter qu'une force politique puisse s'affirmer électoralement et creuser l'écart avec les autres partis politiques, il n'était plus vraiment nécessaire de bourrer les urnes. Et on va avoir plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui entravent la possibilité de former une majorité électorale gouvernementale forte et homogène. D'abord, l'histoire, le lourd héritage de fragmentation des partis, puis l'ingénierie électorale, sur laquelle on pourrait revenir, l'exécutif dual, où le chef de gouvernement, qui a sans doute plus de marge de manœuvre depuis la réforme constitutionnelle de 2011, mais on est quand même avec un exécutif monarchique qui est largement prééminent. Et de fait, si on prend l'exemple du gouvernement Othmani, un ministre proche du palais a plus de pouvoir que le chef de gouvernement. Et puis, on a un mode de gouvernance apparemment dépolitisé, c'est-à-dire en gros les grandes orientations, elles sont soustraites aux institutions qui émanent des urnes. Elles relèvent du palais, qui fait appel à des commissions, des cabinets internationaux de conseil, et puis il y a les bailleurs de fonds aussi. Et alors, à partir de là, enfin, je ne fais que décrire des choses que vous avez observées, on a des gouvernements hétérogènes qui rassemblent les pires adversaires de la veille, et en gros, les grandes lignes des programmes sont convergents, et cela produit beaucoup d'effets. Quand vous voulez voter, si vous voulez voter pour une idéologie ou pour un programme politique, bon, ok, les médias continuent à nous dire qu'il y a des partis libéraux de gauche, islamistes, etc. Mais bon, dans les faits, il n'y a plus véritablement de différenciation sur la base d'un programme, de valeurs abstraites ou d'une idéologie. Et les partis en plus politiques qui mobilisent sur une base idéologique, vu que quand ils rentrent dans le gouvernement, ben, ils peuvent pas, voilà, ils s'en écartent, forcément, ça provoque des conflits internes. Et du coup, les électeurs qui veulent voter pour un programme ou pour des valeurs, ils sont de plus en plus démobilisés. Ils ont de plus en plus du mal avec l'offre. À partir de là, on a des mobilisations clientélaires et marchandes qui prédominent plus que jamais, et ce n'est pas un hasard que les taux de participation tendent à être beaucoup plus importants dans les zones rurales, où le poids des emprises sociales est plus fort, que dans les zones urbaines. Et alors, pour gagner des voix, les anciens partis de militants, ils ont dû s'adapter, ou pour le dire rapidement, se notabiliser. C'est-à-dire, vous n'êtes plus capable de rapporter des voix grâce à la marque du parti, vous amenez des candidats qui sont capables de ramener des voix grâce à leurs propres capitaux, grâce à leur propre notoriété. Voilà. Donc, autrement dit, un électeur qui a voté pour le PJD en 2011 ou en 2016, soit par affinité idéologique, soit parce que pour lui c'était un personnel politique plutôt intègre ou susceptible de lutter contre la corruption ou pour le changement, eh bien, plus souvent, on pourrait formuler l'hypothèse qu'il a eu plutôt tendance à s'abstenir ou à boycotter cette fois-ci. Alors qu'un électeur qui a voté selon une logique marchande ou clientélaire pour le RNI, ou pour un autre parti comme le RNI,
On ne va pas lui demander des comptes sur les politiques menées au sein des ministères clés qu'il occupe depuis plusieurs années. Vous voyez la logique. Donc pour moi, cette logique politique nationale, d'une part politique locale, reste très structurante, mais il n'y a plus de place pour la politique nationale. Alors, je ne vais pas, bien sûr, je ne peux pas revenir sur tout ce que j'ai développé dans le livre, mais pour conclure, je veux surtout souligner quelques points. L'autoritarisme électoral marocain a changé. Dans ce système, il n'est plus nécessaire de bourrer les urnes. Mais derrière les discours technocratiques en vogue, la représentation, il y a une réelle représentation d'intérêts matériels tangibles d'une fraction des élites. Le discours technocratique, attention, il est peut-être aseptisé dans la forme, mais dans les faits, il défend des intérêts réels. Quant à la marchandisation des élections, eh bien, elle est en affinité avec une économie de rente, ou encore ce qu'on a appelé le capitalisme des copains. Donc, pour aller vite, dans un tel système, c'est la redistribution des ressources rares qui permet de gagner des voix. Et en même temps, c'est la proximité par rapport au centre de pouvoir qui permet de redistribuer des ressources rares. Vous voyez, et ce n'est pas, c'est cette proximité qui permet aussi de fructifier ses affaires, d'accumuler ses richesses, de préserver ses intérêts. Et ce n'est donc pas un hasard qu'il y ait eu autant de partis qui ont souhaité faire partie du prochain gouvernement. Parce que dans le futur Parlement, qu'est-ce que vous allez faire dans l'opposition, quoi. Et pour finir, ce jeu électoral exclut une large part de la population en âge de voter. Donc, officiellement, en 2021, le taux de participation était de plus de 50%. Mais dans les faits, seuls 35% de la population en âge de voter se sont effectivement déplacés vers les urnes. Et si l'on prend en compte l'estimation des votes invalidés au niveau des législatives, eh bien, les votes valides ne représentent que 30% de la population en âge de voter. Donc, c'est ce qui m'amène à la conclusion que j'annonçais, que la scène électorale est moins que jamais le lieu d'expression des conflits qui travaillent la société, ceux qui se sont exprimés, par exemple, lors du mouvement du 20 février ou lors du Hirak du Rif et dans bien d'autres Hirak. Et dans de telles circonstances, il y a une question ouverte. Est-ce qu'on peut dire que tout est sous contrôle? Est-ce que, c'est gagné? On est dans un système stable, on a des élections, 50% de taux de participation officiellement. Eh bien, rien n'est moins sûr. Je pense que si la rue entre à nouveau en ébullition, eh bien, apparemment, il n'y a plus de fusibles à griller. Et là, les griefs risqueront de se concentrer sur l'institution monarchique. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Monia. C'est très clair et très instructif. Nous allons ouvrir la séance des questions. Donc, si vous avez des questions à poser, je crois qu'Abdelrazak, il a l'habitude de faire une liste. Là, il y a Abdeljalil qui lève la main. Effectivement, il y a C'est Abdallah. Ça doit être C'est Abdallah Zanifé de Casablanca qui a demandé la parole. D'accord. C'est Abdallah de la parole. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. هذا نهار كبير جبتوا لنا أستاذة من هذا العيار. C'est une grosse pointure. Et je vous remercie infiniment, l'Anta ou l'Oustad. Vous étiez parmi les... Un réel plaisir. C'est Abdallah, vous étiez le premier à demander justement, en lisant le PDF, قلتي بغينا نشوفوا هذا السيدة. وانا من نهار الجمعة الأخرى وانا je me suis trompé même de date وانا حابس الفازيري باش نجي مع الأستاذ. مرحبا. ما عرفت واش est-ce que vous avez su ou vous l'avez présenté
il y a 85 publications, من 89 حتى 2021, 85 publications. l'une تتنسك في الأخرى. ما عندي ما نقول أنا جد. المهم الحمد لله وتنفتخروا بهذا الشكل ديال هذا. أنا غير سؤالي اللي عندي 3 أسئلة بواحد العجالة السي عبد الرزاق. تفضل. عندي الأولى أنا بغيت غير نبدأ من هذه الخريبة اللي خلات الأستاذة باش ختمت بها إلى conclu. Lorsqu'il a conclu, il dit bon, peut-être il y a la rue qui peut bouger. Mais comme on a vu, vous m'écoutez normalement, les protestations, le mouvement de protestation de 1934 à 2021, le Mkhzen, il a toujours survécu. Ce que vous appelez vous-même l'expertise de survie. Et comment vous l'expliquez? Ou le Maroc, et ça vous l'appelez, vous voyez ça, c'est une désignation d'expertise de survie. Mon deuxième point, c'est en principe, le Maroc, est-ce qu'il peut être considéré comme une exception pour la région par rapport, c'est-à-dire par rapport aux dynamiques des mouvements sociaux qui se sont déroulés c'est-à-dire chez nos voisins ou là dans le Maghreb arabe. J'ai une autre question, la troisième, et je finis par ça. Normalement, est-ce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans la publication, la notabilisation des parlementaires, et vous dites que le Parlement est moins actuellement pensé comme un lieu de pouvoir que comme instrument de contrôle de la classe politique et de cantonnement des concurrents potentiels. Et ça, vous l'avez très bien ciblé, c'est-à-dire وتبارك الله عليك. ولكن عندي طالب استاذ غتزيدي لنا شي محاضره ولا شي جوج من هذا العيار. مرحبا ونشكرك استاذ. مرحبا merci beaucoup. Donc qu'est-ce que vous préférez Lalla Mounia, question-réponse ou là on fait un groupement de 3 questions? Micro. Comme vous voulez, je ne sais pas s'il y a des questions qui convergent dans le même sens ou… Allons-y, parce qu'il reste 2 autres, ou 2 petites questions de moi-même. Donc, je vous laisse répondre à ces Zanifi et on enchaîne. Donc, je réponds. Allez-y. Oui. Alors… Bon, merci, je vous remercie très vivement pour très vivement, vous me faites rougir. Donc, justement, bon, d'abord la notion d'expert expert en survie n'est pas de moi, hein, c'est une autre autrice que je cite dans le livre. Justement, pour moi, je considère qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont posé la monarchie comme enfin une exception. C'est-à-dire qu'il y a une construction de l'exception marocaine. Ce qui est très drôle, c'est que cette notion d'exception de la monarchie marocaine ou cette exception marocaine, eh ben, elle était construite déjà par les colons, par le savoir colonial, hein, par les ethnographes et les historiens et les coloniaux, donc sous le protectorat. Hein, Lyautey a joué un rôle très important dans la réinvention de la monarchie marocaine. Donc il y a eu tout un travail. Et il s'agissait de faire au Maroc tout le contraire de l'Algérie. Donc dans tous les travaux, il y avait beaucoup de travaux. Ah non, mais l'islam marocain, il est à part. La monarchie marocaine. On a ce discours sur l'exception qui a une histoire et il y a eu des très beaux livres qui ont été écrits sur la construction de ce récit. Donc pour moi, c'est un récit, l'exception marocaine. Il n'y a pas d'exception. Qu'est-ce que c'est que l'exception? Enfin, le parcours, l'histoire de la monarchie, l'histoire du Maroc, c'est une histoire complexe qu'on peut analyser sociologiquement, anthropologiquement, historiquement. Et donc, ça donne le sentiment que c'est une histoire linéaire, que c'était inscrit dans les gènes de la monarchie de survivre. Or, et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que
il y a eu des luttes. Il n'y avait pas de baraka. La baraka elle-même, c'est un récit. Il y avait des luttes, mais des luttes terribles. Et les acteurs qui étaient en lutte, surtout les premières, au lendemain de l'indépendance, il y avait beaucoup de fluidité. Et cette fluidité tenait du fait que les acteurs ne connaissaient pas les rapports de force en présence. Et donc, ils jouaient sur plusieurs cartes, plusieurs tableaux. Et donc, l'une des choses, bon, d'abord, le système marocain a bénéficié, en dépit du fait qu'il a bénéficié d'importantes ressources, très importantes ressources externes, eh bien, il a eu du mal. C'est-à-dire la construction, la stabilisation du régime, elle a été très, très, très laborieuse quand même. Les 20 premières années, les luttes de pouvoir, les répressions très, très fortes qu'il y a eu, les coups d'État, les tentatives de coups d'État. Voilà, donc c'était pas un long fleuve tranquille. Et ça, on tente, on essaye, il y a tout un récit qui essaye d'occulter ces luttes-là. Et donc, vous disiez, est-ce que c'est pas là, est-ce que ça va être toujours comme ça, mais on n'en sait rien, parce que l'histoire n'est pas finie. C'est le propre des hommes politiques, ou surtout les intellectuels d'un pouvoir, d'un régime, que de lisser l'histoire et que de produire un récit que tout est bien, que c'est la fin de l'histoire, qu'on a atteint la fin de l'histoire, mais l'histoire n'est pas finie. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est une victoire réellement, ce qu'on observe aujourd'hui? Ça me rappelle un discours de Hassan II, ou une interview qu'il avait dit, où il avait dit « J'espère que mon fils rencontrera beaucoup de difficultés parce que tant qu'il y aura des difficultés, je ne le cite pas bien, mais c'était en gros, c'est ce qui lui permettra, c'est ce qui permettra à la monarchie d'être considérée comme importante et utile et que les gens en auront besoin. » Moi, je pense que pendant très longtemps, le régime, du fait même de rentes fragiles, des rentes certaines, mais c'est-à-dire un appui externe très important, mais qui était fragile par moment, en dépit de ça, il ne s'est pas retrouvé avec du pétrole comme ailleurs. Et il y a eu un travail de réajustement, un travail d'adaptation aux transformations de la société. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que ce travail d'adaptation est toujours en cours ou pas? Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que le régime s'adapte aux transformations de la société. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un grand désajustement entre les transformations accélérées que la société connaît et continue à connaître, d'une part, et d'autre part, les modalités de gouvernance de cette société. Donc, voilà. Alors, quant à la notabilisation, au Parlement comme un lieu qui permet de contrôler la classe politique, je pense que je nuancerai aujourd'hui mon propos. Parce que finalement, je pense, comme je le disais, que les partis se sont adaptés. Qu'on est dans un système collusif. Il y a des collusions, c'est-à-dire quand même que les règles électorales, l'ingénierie électorale, elle est coproduite. Donc, le Parlement, il vote ces lois électorales. Et je pense que les partis dominants ont préféré avoir un système où chaque parti peut avoir sa part du gâteau plutôt qu'un système où il y aurait un parti qui emporterait la mise. C'est-à-dire toute l'histoire des luttes qu'on a pu voir au niveau de la sphère partisane, c'est comment empêcher qu'il y ait un parti dominant qui puisse avoir une légitimité fondée sur les urnes
et qu'ils puissent se distinguer par cette légitimité. Avant 1997, tout un travail d'équilibrage, voilà la Koutla d'un côté, le Wifaq, des blocs, on fait on fait un centre et tout. Et ce qui est très intéressant avec les réformes qu'avait menées le Premier ministre Abdelrahman Yousfi entre 1998 et 2002, le système à la proportionnelle, ce système-là, le système de liste et tout, c'était comment faire, organiser des élections, les premières élections qui seraient transparentes, et comment faire pour qu'on vote pour des identités, que ce soit les grands partis, qui ont une marque, mais en même temps, parallèlement à cela, il y avait un autre souci, c'était comment empêcher un grand parti, ou un parti qui a un ancrage, d'emporter la mise. Et à l'époque, donc il y avait la peur du PJD déjà, donc c'est-à-dire comment faire en sorte à la fois qu'on fasse un système qui permette aux grandes marques de se distinguer, et puis de l'autre côté, il y avait l'autre problème au niveau de l'intérieur, etc. C'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas un parti qui ramasse tout. Et ça, voilà, cette tension, elle a donné lieu à des collusions. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste la monarchie qui tire les ficelles, ce serait trop facile. Donc, moi, je dirais même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une fraction des élites qui craint pour ses avantages, qui craint pour son mode de vie, plutôt que de constituer, je dirais, une élite qui défend le trône, pour reprendre le titre, pour paraphraser le titre du livre de Rémi Levaux, je dirais qu'elle s'accroche au trône. Qu'elle s'accroche au trône comme qui serait le défenseur de cette élite-là. Donc, de cette élite c'est ces réseaux économiques qui sont aujourd'hui représentés par le RNI et d'autres, quoi. Donc, leurs intérêts, leur mode de vie, et tout a été fait pour ce que j'avais appelé dans l'article que vous citez, les bousbelles, quoi. On ne veut pas d'urnes débridées. On ne veut pas confier finalement les grandes orientations à des gens juste parce qu'ils sont bien ancrés populairement. Non, il faut soustraire ça et c'est ce qui donne lieu à cette gouvernance soi-disant dépolitisée, mais qui ne l'est pas. En gros, elle vise à préserver certains équilibres et un ensemble d'intérêts. J'espère avoir répondu à Très bien.